potentiel, ça fait partie de ce qu'on appelle les hauts lieux dans les Vosges, comme le Mont Saint-Odile, comme les Hauts-de-Saverne et ainsi de suite. Donc des hauts lieux, pourquoi? Parce que sur le plan énergétique, ce sont des lieux qui présentent des particularités. Et notamment la particularité de pouvoir dynamiser les êtres vivants qui viennent dans ces endroits-là. Donc c'est ce qu'on va retrouver dans ces lieux, avec différents rochers sur lesquels nos cellules vont se retrouver stimulées. Et donc on va voir aussi que l'enveloppe énergétique des individus va augmenter considérablement. La fréquentation de ces lieux permet aussi de rester en bonne santé, dans la mesure où on ne souffre pas de problèmes cardiaques. Voilà 25 ans que je gère dans ce lieu et j'ai pu repérer toutes sortes de sites intéressants. Alors si vous voulez, vous me suivez. Au Moyen-Âge, même il y a un siècle et demi, on ne construisait jamais une maison sans faire une recherche géologique, en quelque sorte, avec des baguettes. Souvent, c'était le tailleur de pierre. Le tailleur de pierre ou le charpentier était initié et il utilisait son fil à plomb comme un pendule pour détecter les zones où il y avait des perturbations. Et puis après, on ne l'a plus fait. Et c'est comme ça qu'on s'aperçoit qu'il y a des grandes différences énergétiques entre d'anciennes maisons qui ont été construites il y a 2 ou 3 siècles et des maisons qui ont été construites il y a 50 ans. Où ça a été l'avènement du béton armé. Et l'homme, dans sa grande naïveté, a été persuadé qu'à partir du moment où il disposait de matériaux rigides, eh bien, on allait avoir la possibilité de faire barrage à tout ce qui venait de la nature. On pouvait faire fi de la nature. Ici, on se trouve dans une zone où les baguettes ne réagissent pas. Donc si je me déplace, même chose ici, il ne se passe rien. Et à partir du moment où je me trouve ici, ce sera toujours d'ailleurs, le déclenchement se fait exactement au même endroit, vous voyez. Et ça me signale qu'ici, il y a une perturbation qui est liée à un passage d'eau qui circule dans le sol. Et pour arriver à tenir ces 2 baguettes en équilibre, il y a plus de 100 muscles qui participent à cet équilibre. 100 muscles dans un bras, ça va jusque dans la nuque d'ailleurs, et 100 muscles dans l'autre. Et donc, dès que je suis dans une zone perturbée, il y a des micro-courants qui viennent du sol et qui viennent altérer le fonctionnement de ces muscles et donc rompre l'équilibre. Donc vous voyez que la démarche du sourcier, elle n'a rien à voir avec quelque chose de magique ou il ne s'agit pas d'un don ou quoi que ce soit. C'est tout simplement une réaction biologique. Donc cette détection, elle est importante parce que c'est ce qui va faire quand vous êtes dans une maison, eh bien que par exemple vous aurez du mal à dormir parce que durant toute la nuit, toute la surface de votre corps, parce que vous serez couché, toute la surface de votre corps va être altérée par ce flux qui vient du sol. Alors, tout être vivant émet un champ qui est lié au fonctionnement de nos cellules. Si je m'approchais de cette personne et qu'elle n'ait pas de champ électromagnétique émis par ces cellules, c'est qu'elle serait morte. Donc, c'est pas le cas. Et on va voir qu'en s'approchant de la personne, eh bien, elle va émettre un champ que je vais essayer d'évaluer avec le mètre qui se trouve au sol. Donc voilà quelqu'un qui a assez peu d'énergie. Les baguettes se déclenchent quand le bout de mes pieds est à 48 cm de cette personne. Il faut absolument s'en rappeler, parce que dans la journée, on va voir
comment ça évolue. Merci. Peut-être quelqu'un d'autre? Oui, tu veux venir ici? Je m'approche de la personne. Alors la taille de l'individu n'a rien à voir avec son énergie, hein. Par exemple, ici, vous voyez, chez cette personne relativement fluette, hein, eh bien, on a 84 cm. Donc beaucoup plus d'énergie que la première personne qui a été mesurée. Alors c'est lié notamment aux activités physiques. Plus on a des activités physiques, plus cette enveloppe est grande. Et puis c'est lié aussi à la qualité du sommeil. Il faut savoir que notre énergie est au moins 70% liée au sommeil. Si on arrive à bien récupérer la nuit, eh bien, effectivement, après, on a une enveloppe énergétique qui est plus grande. Et c'est ce qui va nous protéger contre toutes les agressions, la grippe et ainsi de suite. Quand la personne a des soucis de santé, par exemple, est-ce que ça peut jouer au niveau de son énergie? Bien sûr. Une situation qu'on trouve très souvent en France, c'est l'état dépressif. Eh bien, l'état dépressif, c'est quand on a un excès de tellurisme. Normalement, le tellurisme, c'est-à-dire toutes les énergies qui viennent de la Terre, on les retrouve à peu près jusque-là. Chez certaines personnes, notamment chez les dépressifs, la partie tellurique vient jusque-là. C'est-à-dire la seule partie cosmique correspond à la tête. Et donc, ce sont des gens qui vont être dans une situation de fragilité. Il faudra très peu de choses pour que, nerveusement, ils ne tiennent plus le coup. Hein, donc, le sommeil va permettre de rééquilibrer ça, s'il se fait dans de bonnes conditions, bien sûr. Hein, si on ne dort pas, par exemple, sur un passage d'eau. Hein. Et ça, c'est caractéristique. C'est aussi pour ça que dans les pays du nord de l'Europe, en Norvège, en Suède, et ainsi de suite, on s'est aperçu qu'il fallait un apport d'UV quand il y avait des périodes où on manquait de soleil, notamment en hiver, hein, parce que ça a un effet énorme sur le fonctionnement de la personne. En été, on devrait pouvoir se lever facilement à 4h30, 5h, en même temps que le jour. Hein. Et en hiver, on devrait dormir beaucoup plus. Alors on fait exactement l'inverse quand on arrive en décembre, hein, où on veille énormément. On devrait aussi manger moins en hiver, hein, parce qu'on est en train d'hiberner. Et on fait l'inverse. Et donc après, on paie la facture au mois de janvier ou février. Normalement, c'était des initiés qui venaient par là. Hein, c'était des différentes tribus de Celtes qui se trouvaient dans les environs, parfois assez loin. C'était les Séquanes, Besançon, et il y en avait jusqu'à Belfort. Les médiomatriques qui vivaient dans les environs, qui vivaient autour du Mont Saint-Odile, les Leucs qui vivaient par exemple vers le camp celtique de la Bure, et différentes tribus se retrouvaient ici, dans ces lieux, au moment notamment des solstices d'été, des solstices d'hiver, mais aussi au moment de la pleine lune de mai. C'était une période qui était surtout réservée aux femmes, parce que la pleine lune de mai, c'était la période de la fécondité. D'ailleurs, pour ceux qui ont un jardin, vous avez dû vous apercevoir que les plantes poussent particulièrement à partir de cette période-là. Donc tout au long de notre parcours, on va rencontrer des portes. Donc voilà, j'approche de cet endroit. Et vous voyez, dès que je suis là, j'ai beau serrer les mains autant que je le peux, la baguette me tourne dans les mains. Regardez, je recommence ici. Et il y a toute une zone devant ce rocher qui est marquée par un champ électromagnétique. Vous voyez, là je ne le ressens plus. Maintenant si je viens à reculer, voilà, j'aurai ce phénomène-là. Et ça, c'est ce qu'on appelle une porte. Alors ce qui est intéressant, c'est quand je suis accompagné par un groupe, où dans ce groupe il y a des gens qui ont des animaux.
soit des chiens, je l'ai vu aussi avec des chevaux, eh bien qu'est-ce qui se passe? L'animal, instinctivement, sent cette barrière et s'arrête. Et il attend que son maître soit passé pour franchir cette barrière. Et cette interdiction, elle va être utilisée, notamment dans certaines régions, dans le Jura, en Bourgogne, et ainsi de suite. Il y a des endroits où vous avez, à l'entrée des cimetières, vous avez une pierre qui est en travers. Et souvent on se dit, tiens, il faut enjamber cette pierre pour pouvoir entrer dans le cimetière. Souvent on se dit, tiens, c'est peut-être parce ça doit servir de barrage au moment des crues ou des choses comme ça. Eh bien non, c'est exactement ce phénomène-là. C'est-à-dire que cette barrière, qui est liée à l'implantation de cette pierre, souvent entre deux autres gros blocs, eh bien ça va empêcher les animaux d'entrer dans le cimetière. Et contrairement à ce qu'on pourrait croire, c'est très efficace. Et là, c'est aussi pour nous prévenir qu'on va passer dans un monde qui n'est normalement pas destiné à tout à chacun. Voilà, donc on va franchir la barrière pour aller plus avant dans cette enceinte sacrée. C'est intéressant de toujours repérer ce qu'il y a sur les rochers. Ici, par exemple, vous avez l'image de la croix chrétienne, parce qu'il faut savoir que jusqu'au 8e siècle de notre ère, eh bien, seules les grandes villes d'Alsace étaient christianisées. Le reste était encore lié à la tradition païenne. Donc certainement que des religieux sont venus imposer cette marque ici, comme on aura par exemple des menhirs au-dessus desquels on aura taillé des croix ou des choses comme ça. Un autre signe qui est intéressant, c'est celui qui est en haut, qui fait penser à une rune. Vous avez comme un arc avec une flèche et un point qui est bien marqué en haut. Si on prolonge cette flèche, eh bien on s'aperçoit qu'on arrive juste dans un endroit, peut-être l'endroit le plus sacré du lieu. Bizarrement, on nous a indiqué où il se trouvait, où on pouvait prendre un raccourci. Le site du Tenchel a une forme en U, comme ça. Et cette forme en U, eh bien, on va la retrouver partout où il y a une zone importante du site. Et donc, vous voyez ici, c'est ce qu'on a là. Et ça, c'est une trace qui date certainement d'au moins 3 millénaires. Donc ça remonte loin. Donc voilà, on a toutes les cartes en main. On sait qu'on est dans un endroit très très particulier. Ne serait-ce qu'à cause de ces signes. Au niveau du Tenchel, il y a 5 accès différents. Et ces 5 accès passent par un point d'eau, qu'on va trouver ici, sous forme d'une fontaine. Dans d'autres cas, c'est tout simplement une cupule dans laquelle on récolte de l'eau de pluie. Vous voyez qu'elle a été aménagée, bien sûr. Il y a un tuyau qui a été installé, mais cette pierre est vraisemblablement la pierre qu'il y avait à l'époque, déjà, c'est-à-dire il y a à peu près 3000 ans, qui permettait de récolter l'eau. Et cette eau, on en faisait quoi? Eh bien, tout simplement, après s'être lavé les mains, avec toutes les charges électriques qu'on peut avoir dans les mains en utilisant les ordinateurs, les téléphones portables, et ainsi de suite. Donc après cela, eh bien, on se mouille les yeux et les oreilles. Et ceci, c'est symbolique. Tout simplement, c'est pour mieux voir et mieux entendre. On va retrouver cette tradition-là, un tout petit peu déformée, dans la tradition chrétienne avec le bénitier. Donc c'est originaire d'une tradition celtique. Dans tous les sites mégalithiques, vous trouverez toujours un point d'eau comme ça. Souvent la cupule, elle a une forme un peu de fœtus.
Tout simplement pour nous expliquer qu'en entrant dans ce lieu, eh bien, on va renaître, hein, on va naître à autre chose, en comprenant ce qui se passe dans cet endroit et en ressentant tout ce que les rochers vont pouvoir nous traduire et nous transmettre. J'ai dit, le site du Tenchel, il a une forme en U et on se trouve à une des pointes, hein, qui se situe à peu près par là. Dans la tradition celtique, chaque fois qu'on a un lieu important sur le plan énergétique, eh bien, il est repéré par un menhir. Menhir, vous le savez sûrement, en gaélique, ça veut dire homme debout. Le menhir va avoir une forme phallique puisqu'il traduit le masculin. Et le dolmen, c'est le féminin, c'est la grotte, hein, c'est la déesse terre, hein, la déesse mère qui est la terre. Hein. Et donc ces deux éléments sont bien sûr complémentaires. Alors ces menhirs avaient une fonction, c'était des balises émettrices. C'est-à-dire que le menhir était toujours installé dans une zone à très fort tellurisme. C'est-à-dire si on regarde là avec les baguettes, on va s'apercevoir, c'est d'ailleurs pour ça que la végétation, vous voyez, est un peu délabrée, on va s'apercevoir qu'il y a un très fort tellurisme. Et donc, la pierre qui était debout avait une polarité très négative en bas. Ce qui fait que, par une loi de physique qui est bien connue, qui s'appelle la loi de Maxwell, l'autre extrémité attirait le positif, l'électropositif, c'est-à-dire le cosmique. Et ça servait, donc, les individus qui venaient dans des endroits comme ça, avaient pris l'habitude de repérer ces balises émettrices uniquement à l'aide des mains. Certains le sentaient aussi au niveau du cerveau, mais la plupart, c'était avec les mains. C'était aussi une forme d'initiation. Celui qui n'était pas capable de retrouver l'émetteur, c'est qu'il n'avait encore pas fait suffisamment de chemin dans le domaine de sa sensibilité pour accéder au sommet. Vous voyez aussi toute la symbolique, hein, des choses. Et donc, ces pierres avaient aussi pour fonction de rééquilibrer énergétiquement le lieu. En redressant les menhirs, on s'est aperçu qu'ils avaient une influence sur la qualité de la végétation qui se trouvait autour, la qualité des arbres et ainsi de suite. Ces menhirs ont souvent été basculés, cassés, par des défenseurs de l'Église, hein, puisque, je vous l'ai dit, 8e, 9e siècle, l'Alsace n'était pratiquement pas christianisée. Seules les grandes villes étaient christianisées. Et les gens des campagnes continuaient à perpétrer des rites païens. Donc pour les empêcher de continuer ces rites, eh bien, il fallait détruire les éléments qui en étaient le symbole. Et puis ce qui se faisait aussi, très souvent, ça s'est fait beaucoup par exemple dans la région de Cluny, eh bien on construisait une chapelle là où les gens avaient l'habitude d'aller sous un dolmen ou sous un menhir. Donc voilà, si vous voulez, on va justement escalader ce rocher-là qui va nous permettre d'arriver vers le dolmen. Alors, et après, on va aller sur le rocher. mais ça continue comme ça. Non, après c'est beaucoup plus carrossable. Ah, donc ici on se trouve carrément dans une porte entre deux rochers, juste en dessous de l'endroit qui est le plus cosmique. Donc on peut s'attendre ici à avoir un endroit qui inversement sera très tellurique. Alors ce qui est intéressant, c'est de faire l'expérience sur par exemple 2 ou 3 personnes qui connaissent leur longueur énergétique d'origine
Et on va regarder, après un petit séjour d'une 10 à 20 minutes, si ça a eu une influence sur leur enveloppe énergétique. En fait, pour aller dans un endroit qui a une forte énergie cosmique, et pour s'en emplir au maximum, l'idéal, c'est de passer dans un endroit où on va pouvoir se débarrasser de toute l'énergie que l'on porte, enfin de toute l'énergie négative, les champs électriques, les tensions et ainsi de suite. Et souvent, ces lieux sous forme de grottes, c'est ce que ça va nous apporter. Ça va nous permettre en quelque sorte, de nous doucher énergétiquement pour laisser plus de place à une énergie qui nous sera beaucoup plus positive et beaucoup plus salutaire. Régulaire, Je me détends. Ouais. Donc dès que vous vous sentirez complètement détendu, vous me le direz, puis on mesurera votre enveloppe énergétique. Pour voir. pense que c'est... Ça peut être bon chez toi? Oui. Je remets le mètre ici. Oh, mais j'ai pas moi. Et je vais m'approcher. bien. Et là, vous voyez, il ne reste plus que au maximum 30 cm. C'est-à-dire que toute l'énergie qu'elle avait ce matin, une grande partie de cette énergie était une énergie perverse liée à un environnement électrique peut-être un peu trop fort ou des choses comme ça. Et donc elle l'a évacuée et du coup, eh bien, en allant au-dessus, elle pourra se recharger d'autant plus. On se retrouve avec une pierre des cordonniers. Ce genre d'installation, de configuration, on la retrouve un peu partout. Tout à côté, au Mont-Saint-Odile, on en a une qui est d'ailleurs qui a bien plus la forme de l'enclume du cordonnier, parce que c'est là-dessus donc que le cordonnier enfilait les chaussures pour pouvoir les ressemeler, chose qui se pratique assez rarement maintenant. Mais alors cette pierre des cordonniers, elle avait une fonction divinatoire. Et en général, on effectue un vœu, on jette cette pierre sur la pierre des cordonniers. Si elle reste au-dessus, c'est que notre vœu est plein de bon sens et va pouvoir se réaliser. Si ça retombe, c'est que ça ne pourra pas se réaliser. Alors, ce qui m'a toujours... On faisait ça il y a encore une 50aine d'années. Et ce qui m'a toujours interpellé, je sais qu'on faisait ça aussi pour des mariages. Donc, que se passait-il quand la pierre de l'un restait au-dessus et la pierre de l'autre retombait? Certainement qu'on entendait parler longtemps après le mariage. Alors, à titre indicatif, je suis monté là au-dessus et vous avez une belle courbe qui est engendrée par toutes les pierres qui sont restées là-haut. Elle est retombée derrière. Voilà. C'est aussi simple que ça. Ah. Bravo. C'est dessus. Ah bah non, c'est pas la peine d'en tirer 10. Tant qu'elle joue, elle gagne. Tant qu'elle gagne, elle joue, je veux dire. On arrive dans un endroit qui était en fait un véritable hôpital. Parce qu'on voit qu'il y a beaucoup de cupules et toutes ces cupules étaient des cupules de soins. Alors il faut savoir que chez les Celtes par exemple, on est absolument sûr qu'ils pratiquaient la trépanation. C'est le fait de faire un trou dans le crâne.
Donc comment pratiquait-il l'anesthésie? Vraisemblablement avec des plantes, hein, ça on en est presque sûr. Et on a retrouvé par exemple dans le sud-ouest le crâne de différentes personnes dont la trépanation s'était cicatrisée, hein, et donc l'os s'était reconstitué. C'est-à-dire que l'individu avait survécu au moins une dizaine d'années après cette trépanation. C'est bon? Le plus dur est arrivé là. Voilà, alors ici, sous ce rocher, on n'a pratiquement pas de socle rocailleux, hein. Vous avez vu qu'il y a un trou, carrément. Donc ici, c'est un endroit qui est un capteur solaire en quelque sorte, hein. C'est-à-dire que quand on a eu du soleil toute la journée, on vient ici la nuit, on a un rayonnement qui est extrêmement intense, hein. Et j'ai vu par exemple des gens qui essayaient de dormir dans des endroits comme ça, ils ne le peuvent pas. Pourquoi? Parce que notre corps, il est binaire, hein. Si il y a du rayonnement solaire dans son décodage, ça veut dire lève-toi et marche, hein. Si il y a absence de rayonnement solaire, ça veut dire dors, hein. Donc ici, si vous vous mettez sur une pierre comme ça, qui rayonne toute la nuit de ce qu'elle a emmagasiné au niveau rayonnement solaire, effectivement, vos cellules vous empêchent de dormir, hein. Vous êtes stimulé et vous ne pouvez pas dormir. Et ce qui serait intéressant, c'est que, notamment, au moins une des personnes, ou les deux personnes qui étaient en dessous tout à l'heure, eh bien, vous vous allongiez sur cette pierre. Alors faites attention, là il y a un sacré trou. Voilà, si tu veux te mettre ici, Pierre, tu touches ici, voilà. Et on regardera ce qui va se passer après. Donc voilà, tu t'allonges ici. Cette pierre est orientée vers le nord. Donc dans la tradition celtique, une pierre qui était installée comme ça était appelée pierre d'appel. Et cette pierre d'appel servait soit à la chasse, soit tout simplement, quand elle était orientée vers le nord, à compenser les énergies qui nous manquaient à la naissance. Donc ça permettait, c'est pour ça qu'on amenait par exemple les nouveau-nés dans des endroits comme ça, de façon à compenser les manques qu'ils avaient parfois à l'origine. Et donc ici, eh bien, on va pouvoir mesurer et comparer son enveloppe énergétique par rapport à ce qu'il avait juste avant, en étant en dessous de ce rocher ou en partant ce matin alors qu'on sortait des voitures. Les peuples premiers, les Celtes bien sûr, mais aussi les aborigènes d'Australie, les Dogons et ainsi de suite, ils appellent ça un arbre totem, c'est-à-dire il contient une mémoire, hein, et normalement, en se reliant à cet arbre, eh bien, on devrait pouvoir capter cette mémoire. Donc, expérience à tenter, hein. Donc ici, je vais m'approcher
de la personne qui était la plus exposée là-bas sur le rocher et regarder si ça a pu modifier son enveloppe énergétique. Alors effectivement, vous voyez, ici, la dernière fois, c'était en dessous du rocher, c'était combien ? 32, et maintenant on est à 1,46 m. L'enveloppe a été multipliée plus de 4 fois. Alors il y a un bémol aussi à mettre à cela, hein, parce que si ça se trouve, Pierre aura beaucoup de mal à dormir cette nuit, peut-être même la nuit suivante, et en général ça dure guère plus de 3 nuits. Hein. Alors si vraiment ça te perturbait, à ce moment-là tu peux prendre une douche qui va te permettre d'évacuer en partie cette énergie qui est peut-être un peu excessive. Ceci dit, quand on ne dort pas parce qu'on s'est rechargé dans un endroit comme ça, eh bien, ça a un avantage, c'est qu'on n'est pas fatigué. Hein, et ça va être les 3 jours qui vont venir, là, tu pourras entreprendre beaucoup de choses parce que tu verras que tu auras beaucoup d'énergie. Hein. Donc voilà. Power. Ici, 1,24 m. Donc pour 12 cm au départ, hein, en sortant de sous le rocher. Hein. Donc ça veut dire qu'il y avait quand même pas mal de choses à évacuer aussi. Hein. Et là, donc voilà un endroit pour se recharger. Et ça n'a pas duré longtemps. Hein. En une vingtaine de minutes, ça suffit. Donc vous savez que ce lieu existe. Et il vous attend à condition que vous y veniez d'une manière respectueuse. Hein. Si vous voulez être en relation avec le lieu, il ne faut pas venir en criant, en étant parfumé, et ainsi de suite, parce que ce qu'il faut, c'est que vous puissiez, que vos vibrations se mettent en harmonie avec le lieu, en communion. Une journée magique, impressionnante, détente, on se régénère. Puis ouais, une très belle journée où pour ma part j'ai déposé certaines choses et puis on repart rempli d'autres belles choses. Et puis le mieux d'en parler, c'est de venir sur place pour expérimenter. C'était un beau partage, permettre d'être en harmonie, comme ça relié à un lieu aussi magique. Et merci à Roger, parce que des hommes comme lui, moi j'en ai pas rencontré beaucoup, qui permettent de vivre tout ça.